Dès le Moyen-Âge, l'homme a cherché à maîtriser le cours sinueux de cette rivière. La navigation devait permettre de développer le commerce dans toute la vallée du Lot. Sur ses flancs rocheux s'accrochent châteaux et villages, témoins de l'histoire intense de cette partie du Quercy. À partir du Moyen-Âge, la navigation sur le Lot qui traverse les causses du Quercy d'est en ouest prend une importance considérable pour le commerce. La ville de Cahors atteint l'apogée de sa puissance économique et politique. Mais le Moyen-Âge, c'est aussi la guerre de 100 ans, la guerre contre l'Anglais qui tient l'Aquitaine, toute proche. Fortifications, aménagement de la rivière, riches demeures de marchands, l'histoire médiévale et mouvementée de la vallée du Lot se lit toujours dans ces paysages. Lorsque l'on descend la rivière, les falaises calcaires cèdent la place à une vallée plus large. Ce paysage a été le théâtre de nombreux faits d'armes pendant la guerre de 100 ans entre 1337 et 1453. Durant ce long conflit, la plupart des châteaux tombent aux mains des Anglais. Mais celui de Luzèche résiste. Aujourd'hui, il n'en reste que la tour imposante qui surplombe le Lot. Nicolas Savy, historien médiéviste, a écrit une thèse sur la guerre de 100 ans dans le Quercy. Nicolas, qu'est-ce qui fait que la guerre contre les Anglais se porte aussi loin dans le sud de la France ? C'est un problème qui commence il y a très longtemps, bien avant la guerre de 100 ans proprement dit. C'est au XIIe siècle, lorsque Aliénor d'Aquitaine, qui est l'héritière du duché d'Aquitaine, donc qui prend beaucoup plus que l'Aquitaine actuelle, que la région Aquitaine, qui va remonter jusqu'à Poitiers, etc., va se marier avec Henri Plantagenet, qui lui-même va devenir roi d'Angleterre. Donc de là se pose un problème territorial. Le roi d'Angleterre voulant donc l'Aquitaine en pleine souveraineté, et le roi de France, évidemment, ne voulant pas la lui céder, étant donné que ça lui amputerait une grande partie de son territoire. Donc de là vont commencer toute une série de conflits qui vont opposer d'un côté les Anglais et les Français, donc pour la possession toujours de ce territoire aquitain. Et ici, effectivement, on est en zone frontière. L'Aquitaine commence à quelques kilomètres d'ici seulement. Les troupes qui viennent piller la vallée du Lot, le Quercy, ce sont des Anglais ? Il y a bien quelques Anglais dans ces bandes qui se dissimulent, comme quelques Allemands, quelques Français, mais ce sont des Gascons pour la plupart, bien qu'on les appelle les Anglaises. Il y a les Anglaises et les Françaises, mais c'est juste une question d'obédience. Ceux qu'ils sont eux-mêmes, c'est des Gascons, la plupart du temps. Et ces Gascons armés qui rentrent dans le territoire, eux, se réclament de la couronne anglaise ? Tout à fait. Ils sont partisans du roi d'Angleterre, parce que le roi d'Angleterre a tout intérêt à les laisser piller la région. Ça affaiblit le royaume de France, ça affaiblit les rentrées d'impôts, etc. Donc il est bien et bon que ces compagnies viennent ici ruiner, piller, prendre des rançons, incendier. La vallée du Lot est propice à la guerre d'embuscade. Mais la région est bien défendue par ses bourgs fortifiés bâtis sur des positions dominantes. Dans cet affrontement, il faut imaginer des grosses batailles rangées ? Non, c'est essentiellement le fait. Les compagnies anglaises comprennent 50 à 300 hommes pour les plus grosses. Donc il faut surtout faire des embuscades, des coups de main, des chevauchées de pillage, etc. Mais les grandes batailles rangées n'existent pas. On parle de routier, c'est ça ? Alors routier, oui, routier, ça vient d'un terme, c'est une bande armée, un terme allemand, Rote. Les vieux textes parlent parfois de route de gendarmes, ça veut dire tout simplement compagnie gendarme. Donc de gendarmes au sens homme d'armes. Voilà. Donc en gros, une centaine d'hommes qui décident d'assiéger tel ou tel village. Pas d'assiéger, d'attaquer, de mener un coup de main. Aujourd'hui, on dirait un coup commando. Ils vont s'emparer de ce village, ou de ce château, peu importe. Après s'être longuement renseignés, observer la garde, observer les fortifications, les faiblesses, les forces, etc. Et après une semaine de renseignements à peu près, vont décider de l'endroit où ils vont mener leur coup de main. Donc c'est une guérilla, une guerre d'embuscade un peu. C'est une guérilla, on peut employer le terme, c'est une guérilla.
Ce genre de relief ne les impressionnait pas pour mener leur coup de main. On voit très bien que c'était évident qu'on ne pouvait pas les attendre parce qu'on imaginait la chose impossible. Et pourtant, malgré tout, ils arrivaient à escalader sans assurance, comme de nos jours, sans baudrier, sans corde de rappel, etc. Et ils arrivaient à escalader donc, des lieux avec des hauteurs comme celle-ci, et voire parfois beaucoup plus hautes sans aucun problème. Donc c'est pour ça que la guérilla anglo-gasconne, la guérilla menée par les compagnies de routiers, s'est essentiellement développée dans tout cet ensemble, cet immense ensemble en fait, qui occupe une grande partie du sud-ouest de la France. La population apprend à vivre avec ces mercenaires. Les communautés villageoises signent des traités de paix et en échange acceptent de fournir argent et vivres. Si je comprends bien, Nicolas, même les falaises sont fortifiées ici. Oui, chaque lieu favorable a été utilisé par la population pour se protéger. Donc ils se sont servis du relief et notamment des falaises donc, pour pouvoir s'abriter en dessous. C'est-à-dire qu'une compagnie arrive, hop, on grimpe dans la falaise. Une compagnie arrive, on se réfugie là, puis la compagnie va avoir du mal à attaquer cet endroit-là parce que d'une part, il y a la rivière devant, et par en haut, c'est quand même assez difficile parce qu'il faudrait escalader et descendre pour pouvoir attaquer, ce qui n'est pas forcément très évident. Surtout que la population, évidemment, se protégeait, était armée, etc. Donc ils ne vont pas les laisser venir en les regardant. Et pourquoi on appelle ça les châteaux des Anglais alors? C'est la tradition populaire qui, bien après la guerre de 100 ans, leur a attribué la paternité de ces fortifications, alors qu'en fait, elles étaient là avant eux, et c'était là pour elles sont restées après. Le Quercy, ravagé par la peste noire, passe à la couronne d'Angleterre en 1360, à l'occasion du traité de Bretigny signé par Édouard III, roi d'Angleterre, et Charles V. La région est reconquise 15 ans plus tard, par la troupe de Bertrand du Guesclin. À Cahors, le pont Valentré, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, constitue un exemple remarquable de fortification médiévale. Construit au XIVe siècle, le pont de 138 mètres de long est flanqué d'avant-becs crénelés et de 3 tours dominant le Lot de 40 mètres de haut. L'ensemble dissuasif ne sera jamais attaqué. De nombreux autres vestiges du passé défensif de la ville sont encore visibles aujourd'hui. Il s'agissait à l'époque de protéger le commerce du blé, de la farine, du bétail et du vin qui faisaient la richesse de la cité. Valérie Noyer est guide conférencière au service du patrimoine de Cahors. D'où viennent les richesses qui conduisent à l'opulence de la ville au Moyen-Âge? D'abord, elles ont une assise dans le commerce. L'élite des marchands de Cahors, on les appelle les Cahorsains, vont très rapidement implanter des comptoirs loin des murs de la ville. Dans tous les lieux où au Moyen-Âge il faut être, si on veut être un marchand prospère, d'envergure internationale. Londres, les Flandres, les ports comme La Rochelle et Bordeaux, inévitablement, les grandes foires proches de Paris, Provins, les foires de Champagne. Quand on est un marchand d'ampleur internationale, on est un brasseur d'affaires et donc inévitablement on devient aussi plus ou moins un financier. Surtout que ceux de Cahors avaient été à bonne école. Des financiers italiens, des Lombards, s'étaient d'abord installés dans la ville. Cette ville est la ville depuis laquelle on va financer la croisade contre les Albigeois. La guerre contre les Cathares? C'est ça même. Et du coup, des financiers italiens, des Lombards, vont venir s'établir dans cette ville. Et vont former, en fait, les marchands locaux aux arcanes de la finance. Et comme ils ne sont pas plus bêtes que les autres, ils vont apprendre extrêmement vite. Les nombreuses bâtisses médiévales, dont le rez-de-chaussée servait de boutique, témoignent de l'intense activité marchande de l'époque. La pierre de Cahors est utilisée pour les murs porteurs, mais la brique rouge, apparente, devient l'élément prédominant du décor cadurcien. Elle permet de construire rapidement les boutiques de la ville. Valérie, j'ai entendu dire que le marché de Cahors se tenait sans discontinu depuis le XIVe siècle. C'est une vérité historique, ça? Ben oui, l'histoire c'est les textes et en 1307 on a un texte qui nous dit qu'il y a ici, devant la cathédrale, une petite place, Plaça du Mercat, c'est en occitan, la place du marché. Mais voilà, depuis 1307, c'est ici que se tient le marché de Cahors. Et on y trouve quoi de particulier sur ce marché? Par exemple, on y trouve les boutiques des bouchers.
Ça, c'est important? C'est assez important. Je vous donne un chiffre. 1315, cette année-là, on dénombre 58 boucheries dans la ville de Cahors. C'est énorme, c'est beaucoup plus qu'aujourd'hui. On mange énormément de viande. Et comment se fait-il qu'il y ait autant de... De mangeurs de viande? Ouais. C'est parce que la consommation de viande, c'est un marqueur social. Ça assoit aussi la bourgeoisie dans sa puissance. C'est une forme d'apparat. Et la place du marché elle-même, est-ce qu'elle a un sens symbolique par rapport au pouvoir? Alors, énormément. Elle est devant la cathédrale. Et comme l'évêque est aussi le comte de Cahors, c'est à la fois le centre du pouvoir spirituel et du pouvoir politique. La cathédrale Saint-Étienne est à l'origine construite comme une église forteresse, car le diocèse de Cahors constituait un enjeu stratégique pour le duché d'Aquitaine et la maison de Toulouse. On parle beaucoup des évêques de Cahors. Quel rôle ont-ils joué dans le développement de la ville au Moyen-Âge? Une influence majeure, ce sont les chefs du diocèse, donc ce sont les grands seigneurs spirituels, mais en plus, le comte de Toulouse va donner aux évêques de Cahors le titre de comte de Cahors. Donc ça signifie qu'ils deviennent aussi des seigneurs féodaux. Il faut les imaginer également avec le glaive aux côtés, comte, évêque. Il y a aussi un pape qui vient de Cahors. Ça, Oui. ça joue un rôle dans le développement de la ville? Un rôle majeur. Un fils de Caorsin, un fils de banquier, va devenir le second pape à Avignon sous le nom de Jean XXII. Et évidemment, ça va totalement bouleverser le destin de cette cité. L'élite de la ville va entrer dans l'administration pontificale et ça va donner un rayonnement majeur à cette ville. Mais au-delà, ce même pape va créer dans sa ville natale une université. Il y a une université à la Sorbonne à ce moment-là, il y en a une à Toulouse, une à Montpellier, mais malgré tout, il y a fort peu d'universités médiévales. Et ça bouleverse le destin de cette ville parce que nous entrons dans le cercle restreint des capitales intellectuelles. Au Moyen-Âge, des grands bourgeois de Cahors font construire 6 imposantes fermes fortifiées sur les bords du Lot. Elles portent le nom de Bories. Depuis 30 ans, Christian Schmitter, ébéniste passionné d'architecture, restaure la Borie de Savagnac. On utilise le terme de Borie dans la région. Qu'est-ce que ça désigne exactement? C'était une exploitation agricole. Deuxième point, c'était une maison à la campagne avec une architecture urbaine. Et la troisième fonction, c'était la fortification pour protéger les résultats de l'exploitation agricole. Et c'est la propriété nécessairement d'un homme riche? C'est forcément la propriété d'un homme très riche, ici en l'occurrence Géraud de Savagnac, qui était juriste et consul à Cahors, avec une puissance économique peut-être inimaginable pour nous actuellement. Donc ce type de maison renvoie à l'époque prospère de Cahors et de la vallée du Lot? Tout à fait. Ici, on voit la richesse des décors, notamment quand on voit les matériaux employés, la brique, typiquement pour la construction urbaine à Cahors, à la fois la pierre de taille des gros moellons pour le donjon et du grès, matériaux qui n'existait pas ici sur place, qu'il fallait faire venir de très loin. Donc c'était très très difficile pour transporter des blocs de grès de cette taille-là. C'est un bâtiment qui a une dimension défensive. C'est pas flagrant aujourd'hui? Il n'y avait pas de fenêtres en partie basse. C'était déjà en soi une fortification. Le Lot, c'était une barrière naturelle. On pouvait facilement défendre. Bien sûr, quand on voit les murs de 1,50 m d'épaisseur, on peut imaginer qu'est-ce que ça a dû être à cette époque-là. Si on a une fois mis un pied dans un Moyen-Âge comme ça, on ne le sort plus aussi facilement parce que c'est un travail de toute une vie, de restaurer une bâtisse pareille. Au Moyen-Âge,
la plupart des habitants de Cahors possédaient des vignes. Une partie du vin était consommée localement, l'autre chargée sur des bateaux à destination de Bordeaux. Le long de la vallée, le vignoble s'étend aujourd'hui sur les bords du Lot et les coteaux calcaires. Francis Lafargue est directeur d'un centre départemental viticole qui mène recherches et expérimentations pour améliorer la qualité du vignoble. Francis, le paysage viticole aujourd'hui, il a quelque chose à voir avec celui du Moyen-Âge? Ah, il n'est pas tout à fait le même. Au Moyen-Âge, il montait jusqu'à mi-pente, jusqu'à la limite de la lisière des bois, qu'on voit, et il occupait la troisième terrasse. Versant calcaire, colonne déboulis calcaire, troisième terrasse. Et aujourd'hui, il occupe plus ces pentes-là parce qu'il n'y a plus les gens pour le travailler à la main. Et mécaniquement, ça a glissé vers la deuxième terrasse, vers des sols un peu plus meubles, plus faciles à travailler mécaniquement. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, la partie plus proche du Lot n'était pas... La partie la plus vigne. proche, il n'y avait pas de vignes. Il y avait éventuellement des vignes sauvages qui étaient faites pour faire des vins de mauvaise qualité ou des eaux de vie, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'a fait la réputation du Cahors. Et la guerre de Cent Ans, elle a eu une influence sur ce vignoble? Chaque fois qu'il y a un conflit, il y a destruction, il y a des misères. D'ailleurs, il y a des vieux écrits qui existent où on interrompait les batailles pour pouvoir aller vendanger. Et après, comme on dit vulgairement, on se refoutait sur la figure. Donc voilà, donc c'est des périodes qui existaient, pendant lesquelles, en fait, il y avait pas la sécurité, donc les gens ne pouvaient pas travailler dans de bonnes conditions, et par conséquent, ils abandonnaient la culture, et la culture était livrée à redevenir sauvage, ou du moins pas entretenue. Et le cépage, on l'a conservé? Celui qui est aujourd'hui là? Alors le cépage, c'était du Malbec. Déjà à l'époque, on l'appelait auxerrois, de la famille des auxerrois. On va l'appeler scientifiquement, dans la famille des cotoïdes, on va l'appeler scientifiquement côte au XXe siècle, au début du XXe siècle. Mais avant, c'était surtout du Malbec. Et le Cahors, à l'époque, il a déjà sa réputation? Cette réputation existe. Il est d'abord, je pense, surtout vin de coupage, mais il est aussi réputé à l'époque, et celui qui va un peu le mieux le glorifier, c'est Clément Marot, qui a été poète en Quercy et qui a écrit comme au temps du bon roi et du franc tout en or, ma vigne est d'Auxerrois et mon vin de Cahors. La commercialisation du vin de Cahors a longtemps été limitée. Le transport à dos de mulet était peu sûr, et la navigation sur le Lot impossible certains mois de l'année. Il a fallu aménager cette rivière indisciplinée. Historien médiéviste, Patrick Foissac est président de la Société des études du Lot. On a là donc un cours qui n'a jamais été vraiment aménagé. C'est encore un peu l'aspect de la rivière sauvage telle qu'elle était au Moyen-Âge, avant qu'elle soit régulée. C'est à la fois dangereux en période de hautes eaux, parce qu'il y a un enrochement important. Et ensuite, le deuxième inconvénient, c'est qu'en période, c'est un tout petit peu le cas aujourd'hui, en période d'étiage, donc là, les bateaux ne pouvaient plus carrément circuler. Donc l'été, le Lot s'asséchait, donc toute navigation était rendue impossible. Et lorsque les eaux remontaient, donc on est dans un endroit, à cause du relief, donc beaucoup d'éboulements. Et là, avec la force du courant, on a évidemment des risques pour la navigation de heurter donc des rochers. Et il y a des victimes comme ça régulièrement au cours de l'histoire. Albas, la résidence des évêques de Cahors jusqu'au XVIIe siècle, village stratégique sur le Lot, fut à la fois une place forte et un port. Dès le Moyen-Âge, des aménagements sont envisagés sur la rivière, sur le Lot. Quels sont-ils? Oui, alors on a des actes anciens, donc le plus ancien date de 1368 et qui est donc un texte d'Édouard, fils aîné du roi d'Angleterre, qui en fait est Édouard, donc alors avec une titulature très auguste, un fils du roi d'Angleterre, prince d'Aquitaine et de Galles, duc de Cornouailles, comte de Cester, voilà, comte de Cester, seigneur de Biscaye, de Castro d'Ordel, ça c'est en Espagne, voilà, et qui donc enjoint à son maître des eaux et forêts de répondre à l'appel des consuls de Cahors, puisque Cahors vient de passer sous domination anglaise pendant la guerre de Cent Ans, après le traité de Bretigny, et de participer aux travaux qui consistent à briser ces fameux rochers qui obstruent donc les cheminements
nationaux de la rivière, voilà, entre Cahors donc, et la Genée. Ensuite, évidemment, le problème qui n'est pas résolu, qui n'est pas totalement résolu, c'est celui de ce qu'on appelle en Quercy les plaissières. Alors en vieux français, on dit les passelis, c'est-à-dire ces chaussées, donc ces digues qui obstruent la rivière et qui permettent donc de capter l'énergie de la rivière pour les moulins. Il y a une concurrence entre les professions, entre ceux qui veulent naviguer et ceux qui tout à fait. font Donc tourner c'est ce des conflit roues. que Jean Lartigot avait baptisé le conflit entre les nomades et les sédentaires de la rivière. Les sédentaires, donc les meuniers, voulant garder un maximum de force motrice de la rivière, et évidemment ce conflit avec les bateliers qui, eux, veulent un passage le plus large possible pour leurs bateaux. À partir du Xe siècle, près des 2/3 des 470 km du Lot sont navigables et permettent d'atteindre la Garonne. Quel type de marchandises étaient transportées sur le Lot? Alors en amont de Cahors, vers ce qu'on appelait au Moyen-Âge le Haut-Pays, alors actuellement donc, le département de l'Aveyron et la province d'Auvergne, et la région d'Auvergne. Donc il y avait un trafic qui consistait donc, pour ces rouergas, ces Aveyronnais, on va dire, d'aller donc à Cahors, dans le bas pays, chercher du blé. Et alors en aval, le trafic, lui, consiste à exporter le vin noir, donc vers Bordeaux. Les gabarres, les bateaux qui remontent de Bordeaux, oui. Elles ne remontent pas à ville. Hein. Alors, non, justement, on a des cas signalés de bateliers qui préféraient carrément détruire leur bateau, revendre le bois et puis reconstruire et repartir donc à la descente. Voilà, ce trafic de remontée était vraiment très difficile, a été toujours très difficile. Pendant longtemps, dans la vallée du Lot, la vie économique dépend de la rivière. Mais la batellerie régresse à partir du 19e siècle avec l'arrivée du chemin de fer et la destruction des vignes par le phylloxéra. Au cours des années 1990, le Lot retrouve son animation. Pour la navigation de tourisme, certaines écluses sont restaurées et d'autres construites. Voilà. Impeccable. Allez, aux avirons. Jean-Marc Rayet est un amoureux du Lot. Avec des amis, il a créé l'association Oltis. Ensemble, ils ont construit une gabarre pour faire renaître la tradition batelière. Ok, voilà. Ah, c'est un peu comme une galère en fait. Ouais, c'est un peu comme une galère, oui. Mais c'est super lourd à manœuvrer, non? Bah, c'est-à-dire que les avirons sont prévus pour remuer une barre qui fait 2,5 tonnes. Alors même si elle n'a pas beaucoup de tirant d'eau, il faut quand même la remuer. On peut affaler? On y va, on affale. Ouais, allez, on va affaler. On a un peu de vent, peut-être qu'on va pouvoir mettre la voile. Voilà. Ok. Jean-Marc, est-ce qu'on a une idée du type de bateau qui circulait sur le Lot au Moyen-Âge? On a des bateaux qui sont pas très loin de ce genre de bateaux, c'est-à-dire en fait ce sont des bateaux à fond plat, bateaux qui étaient certainement beaucoup plus solides au niveau construction. Ta gabarre, Jean-Marc, c'est la seule qui circule sur le Lot aujourd'hui? Oui, c'est la seule. Quand les gens voient un bateau comme ça, maté, voilé dans le paysage, ça a un impact visuel, ça a un impact évocateur très fort. Hein. Les gens nous le disent, ils sont très étonnés quand ils voient ça. La rivière du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe, c'était le seul moyen de circulation efficace qu'on avait. Les routes, hormis les chemins royaux, les routes étaient pratiquement impraticables. Donc si on voulait exporter des denrées et en importer et faire du commerce avec les régions voisines, il fallait absolument passer par la rivière. C'était impératif. Donc il y avait un trafic intense, il y avait toute une activité liée à la batellerie sur les rives, avec des auberges, avec des hôtelleries, avec des mariniers, etc. Il y avait les bacs qui passaient d'une rive à l'autre, parce qu'il n'y avait pas de pont à l'époque. Donc il y avait vraiment une vie très intense sur les bords de la rivière et sur la rivière, quoi. Certainement, à une époque, simultanément, des centaines de bateaux qui circulaient. On ne passait pas 10 minutes au bord de la rivière sans voir passer une, deux ou trois gabarres qui remontaient, qui descendaient. Après, ce que je voudrais, c'est que les gens de la rivière, en fait, les gens de la vallée, se réapproprient un peu ce patrimoine.